Val-de-Loire en direct se poursuit, l'heure de votre JT présenté ce soir par Mickaël Texier. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Aurélien, bonsoir à vous. Dans un instant les titres du journal, mais d'abord un point sur votre météo de demain. C'est la grisaille qui est attendue dans nos deux départements avec quelques éclaircies attendues dans l'après-midi. Des températures stationnaires, la minimale sera de 1 degré et la maximale de 9 degrés. À la une de ce JT ce soir, le vaccin nasal anti-Covid Tourangeau entame une étape déterminante. Et oui Aurélien, les essais cliniques vont pouvoir débuter, c'est-à-dire les essais sur l'homme, une étape majeure pour la start-up Lovaltec à l'origine du projet qui place la Touraine comme pionnière de l'innovation vaccinale. Le système d'arrêt à la demande mis en place sur le réseau fil bleu la nuit, un moyen de sécuriser l'usage du réseau et diminuer les agressions. Elles sont au nombre de 200 chaque année. La Touraine n'est pas une poubelle. C'est le slogan de la campagne de réduction des déchets le long des routes lancée par le département aujourd'hui. À cette occasion, 5 tonnes de détritus ont été ramassées par les agents en une journée. C'est 160 tonnes chaque année, un chiffre qui malheureusement ne baisse pas. 5 ans après le premier confinement, comment se portent les commerces et les artisans soutenus par l'État, mais obligés de fermer pendant de longues semaines? Les effets sont-ils encore bien présents dans leur quotidien? On en parlera avec notre invité, Gérard Bobier, président de la Chambre de métier et de l'artisanat d'Indre-et-Loire. Et puis nous irons du côté de Saint-Étienne de Chigny, où pour les bateliers, le début de la prochaine saison se prépare déjà. Première étape, remettre en état les Tous, ces bateaux de Loire traditionnels qui transportent les touristes à la belle saison. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir. Classe, prépa, seconde, en quoi ça consiste? On se posera la question avec Pauline Foutonesi, journaliste aux thématiques de la Nouvelle République. Mais comme nous vous le disions en titre, les premiers essais cliniques du vaccin nasal anti-Covid vont pouvoir débuter. Et oui, des essais sur l'homme, une étape déterminante pour ce vaccin imaginé et développé par la start-up tourangelle Lovaltec. Depuis plusieurs années, il place désormais notre territoire en pointe de la vaccination nouvelle génération. Léa Turquier. Ça y est, c'est parti. Dans quelques semaines, les premières doses du vaccin nasal Lovaltec contre la Covid-19 seront administrées chez l'homme. C'est le début de l'essai clinique nommé MucoBoost pour ce vaccin à la technique très innovante, indolore, développé depuis 2022 par la start-up tourangelle Lovaltec. Un spray nasal qui crée une sorte de barrière empêchant le virus de pénétrer dans l'organisme. Il faut pouvoir démontrer chez l'humain que seul le vaccin Lovaltec par voie nasale est en capacité d'induire une réponse immunitaire nasale. C'est en se protégeant et en arrêtant définitivement les virus qui rentrent dans le nez qu'on va se protéger, mais qu'on va protéger les autres parce qu'on n'aura plus de symptômes de toux, d'éternuement. Et puis surtout, on empêche le virus de circuler. L'essai clinique débutera le 28 avril au centre d'investigation clinique du CHRU de Tours, puis en juin à celui de Cochin-Pasteur à Paris. Il faudra donc à ce moment-là des volontaires, 36 en bonne santé, âgés de 18 à 55 ans. Ils seront répartis en 3 groupes de 12. Chaque groupe se verra administrer un nombre de doses différents, une seule, 2 ou bien 3. L'objectif étant de vérifier la tolérance du vaccin et aussi la réponse immunitaire en fonction des 3 groupes pour définir ensuite quelle est la dose que nous allons utiliser dans la phase suivante qui est la phase 2. La seconde phase, elle, devrait avoir lieu début 2026. L'essai sera alors déployé à plus de 200 volontaires à travers la France. Il reste donc encore du chemin à parcourir, mais si tout se passe bien, Lovaltec espère une commercialisation de son vaccin nasal à l'horizon 2027. On va parler à présent de la sécurité dans nos transports en commun. Chaque année, 200 vols et 200 agressions sont dénombrés sur le réseau fil bleu, un chiffre stable, mais trop important selon les élus et le gestionnaire des transports publics Tourangeau. Pour y répondre, des patrouilles de police plus régulières ont été mises en place. La collectivité fonde aussi beaucoup d'espoir sur l'arrêt à la demande la nuit ou encore des boutons d'appel d'urgence. Un reportage de Lucas Chopin, regardez. Fil bleu en opération sécurisation. Depuis le mois de septembre dernier, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour aider les usagers. Distribution de sifflets anti-agression, installation de bornes d'appel d'urgence, mais aussi instauration de l'arrêt à la demande dans les bus à partir de 22 h. Un système qui a déjà des adeptes, à l'image de Marion, qui l'utilise plusieurs fois par semaine. Ça m'évite quand même peut-être 500 mètres de marche, donc non, c'est un vrai atout. C'est parfait, surtout quand on est une femme, c'est vraiment un bel engagement, puis ça peut éviter aussi des problèmes. Sur le terrain, pour assurer la sécurité des usagers, en plus des 11 policiers de la brigade de sécurisation des transports en commun, des vérificateurs qui contrôlent les titres de transport, un rôle complémentaire de celui des agents de médiation qui se déploient régulièrement pour informer et aider.
On est humain avant tout, donc les gens voient beaucoup l'aspect où voilà, on verbalise, ils ne voient pas l'aspect toutes les fois où voilà, on fait aussi face à la misère sociale, on y est confronté tous les jours, donc on est humain, on y est confronté. Après voilà, chez Filbeu, il y a plein de solutions par rapport au montant des abonnements, etc. Donc on aiguille les personnes au maximum. Nous, on va être dans la prévention, donc on va avertir les personnes de potentiels dangers ou bien de potentiels actes qu'il peut y avoir, qu'il y a sur le moment, et on intervient à ce moment-là au cas où, et puis pour atténuer les tensions qu'il peut y avoir dans les réseaux. Chaque année, 40 millions de voyageurs empruntent le réseau Filbleu, un réseau qui dénombre 300 à 400 incidents par an, des vols pour une moitié, des atteintes à la personne pour l'autre, un nombre de faits à remettre en perspective selon la préfecture. Ces faits se passent pour l'essentiel les mercredis, les jeudis et les vendredis, et se passent pour à peu près une moitié d'entre eux entre 14h et 21h. Donc on n'est pas sur des faits qui seraient commis la nuit, à des heures où peu de personnes seraient présentes. On est sur des faits qui sont principalement des faits de vol, aux heures de pointe, plutôt en milieu de semaine, davantage que les week-ends. De son côté, la métropole de Tours entend poursuivre le développement des dispositifs de sécurisation des voyageurs et assure avoir déjà des retours positifs de ces actions. Est amené à se développer et je pense que ça aura beaucoup de succès. Sur les réseaux sur lesquels c'est déjà existant, ça a beaucoup de succès et c'est un vrai plus pour les usagers. Ça permet vraiment de lutter contre ce sentiment d'insécurité et de faire en sorte que les gens, et les femmes en particulier, puissent rentrer chez elles le soir de manière plus sereine. Pour retrouver toutes les préconisations de Filbleu en matière de sécurité, rendez-vous sur l'application Filbleu ou sur filbleu.fr. Cette info à présent, Alstom n'a pas été retenu pour fabriquer les rames du tramway de la ligne 2. Il y avait une information de la Nouvelle République. C'est l'entreprise espagnole CF qui aurait été retenue et qui fournit déjà des villes comme Nantes, Montpellier ou encore Saint-Étienne. Les rames seraient construites en France, dans une usine des Hautes-Pyrénées. Précisent nos confrères, Alstom a déposé un recours qui sera étudié par le tribunal administratif d'Orléans le 20 mars prochain. 5 tonnes de déchets ramassés en une demi-journée. Chiffre stable pour la 3e édition de la journée du ramassage des déchets le long des routes de Touraine. Cette année, 200 agents se sont mobilisés sur près de 330 km de routes départementales. Leur objectif, nettoyer les sols pollués, sensibiliser les automobilistes et sécuriser les bords des routes avant le fauchage. Arnaud Potier les a accompagnés. Ah oui, ça c'est le plus traître, parce que ça pollue pendant des années. Et ça, il y en a partout. Et en plus, ça tue. Au bord de la RD 228, élus et agents traquent les moindres déchets équipés de leurs pinces. Dans les sacs de collecte, il est possible de retrouver tous les déchets imaginables abandonnés par les usagers de la route. Il y a des gens qui sont négligents et qui nous mettent des déchets par terre à côté ou qui ouvrent leurs fenêtres tout simplement et qui balancent leurs déchets qu'ils peuvent avoir en voiture. Et après, il y a beaucoup de chargements, des polystyrènes qui s'envolent de chargement, des poids lourds, des pertes de plastique de véhicules. Et cette pratique de jeter par la fenêtre sa bouteille a un nom, la gétéomanie. C'est un mot qu'on a inventé pour caractériser les personnes qui jettent leurs déchets par les fenêtres de manière compulsive. Il faut savoir qu'un Français sur 4 dit jeter encore ses déchets par les fenêtres. Cela se retrouve dans les chiffres avec près de 5 tonnes de détritus collectés en une demi-journée. Des chiffres inquiétants pour des déchets qui ne peuvent être revalorisés. On les amène dans les déchetteries ou des lieux d'incinération. Voilà, et ça nous coûte à peu près 160 000 € par an. Un budget annuel conséquent pour le département. Aujourd'hui, 200 agents étaient mobilisés sur le territoire. Une journée coup de poing qui n'a pas choisi sa date au hasard. Pendant les journées pour la biodiversité, les journées pour la nature, il faut montrer cet exemple. Mais il faut que ces journées soient toute l'année. Il ne faut pas les faire que ponctuellement, mais on sensibilise au travers de ces journées pour la nature. Pour sensibiliser les automobilistes, le département a dévoilé de nouveaux panneaux intitulés « La Touraine n'est pas une poubelle ». Il espère en parallèle que cette journée de collecte devienne nationale l'année prochaine.
Souvenez-vous, le 16 mars 2020, le confinement a été décrété. Et ouais, il y a presque 5 ans, un jour pour jour, les habitants autorisés à sortir sous certaines conditions très restrictives et des rues vides. Les boutiques ferment, les artisans restent chez eux. Un calme aux allures de chaos pour les trésoreries des entreprises. Certaines essentielles, d'autres non. L'État a accompagné avec le fonds de solidarité, des exonérations de charges, la prise en charge de chômage partiel ou encore des prêts garantis par l'État. Mais 5 ans après, que reste-t-il de cette période pour elle? On en parle avec notre invité Gérard Bobier, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat d'Indre-et-Loire. Gérard Bobier, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Pendant cette période difficile que je décrivais, l'économie était sous perfusion, ça empêchait les entreprises de fermer. Sans cela, leurs clés auraient été mises sous la porte en fait. Alors, suite à l'annonce à 20h, le lendemain, à midi, tout le monde était confiné chez soi. Et là, après la stupéfaction, un sentiment d'inquiétude. Ouais. Qu'allions-nous faire? Que faisions-nous de nos salariés? Combien de temps cela allait durer? Et là, si vous voulez, une inquiétude et surtout un manque de visibilité parce que c'était quelque chose de nouveau. Et tout de suite, la mobilisation de tous les acteurs a été, on va dire, importante parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu des mesures de prise, bon nombre d'entreprises, dans les jours ou dans les semaines qui auraient suivi, auraient déjà fermé leurs portes. Alors les mesures, je les ai citées un peu tout à l'heure, elles ont été mises en place au compte-gouttes et à la demande. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a le fameux prêt garanti par l'État, on en reparlera. La prise en charge du chômage partiel, les exonérations de charges patronales notamment, le fonds de solidarité, 1 500 € par mois sous certaines conditions. Ça a permis donc de maintenir l'économie, mais une fois que ces mesures ont été arrêtées, c'est là que ça a commencé à poser problème, ou alors les entreprises ont bénéficié de cette relance économique après les confinements. Alors, il faut quand même saluer effectivement toutes les mesures qui ont été mises en place. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot d'hécatombe, mais si ces mesures n'avaient pas été mises en place, on aurait vu effectivement très rapidement un grand nombre d'entreprises fermées. Les mesures qui ont été mises en place, et par exemple je vais parler des PGE, au début n'étaient pas accordées à l'ensemble des entreprises. L'extension du PGE aux entreprises, le prêt garanti par l'État. Voilà, le prêt garanti par l'État, même aux entreprises qui étaient un peu en difficulté, a effectivement sauvé bon nombre d'entreprises. Signalons quand même que, à la suite de ce Covid, de cette période Covid, nous avons eu une activité économique très soutenue. Nos concitoyens avaient économisé pendant plusieurs mois, n'avaient pas consommé, et donc on a assisté à une embellie économique qui a permis un retour de l'activité et donc à des entreprises, si vous voulez, qui pouvaient être aussi un peu en fragilité, de perdurer et puis de continuer à travailler. La difficulté est arrivée plus tard en fait, et notamment aujourd'hui avec une baisse d'activité et ces prêts garantis qui sont à rembourser, même si Bercy a annoncé un délai jusqu'à 2026 pour le remboursement, mais toujours est-il que ce PGE aujourd'hui à rembourser est un facteur aggravant des difficultés d'entreprise. Alors c'est quelque chose sur lequel on assiste depuis maintenant plusieurs mois. Dès l'instant où vous avez une activité économique soutenue, le chiffre d'affaires est là, ça pose moins de problèmes, si vous voulez, pour les remboursements. Aujourd'hui et maintenant depuis plusieurs mois, on a quand même une activité économique très tendue, très compliquée, inquiétante, on va dire, pour certains secteurs d'activité, ce qui pose bien évidemment des problèmes quand il faut continuer à rembourser avec des sommes qui ne posaient pas de problème il y a encore quelques mois. Quand l'activité était florissante. Les entreprises, les commerces ont-ils tiré des enseignements de cette période? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place à l'époque et qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui sont devenues presque une norme? Oui. Il y a des enseignements qui ont été tirés de là. Et moi, je vais parler, par exemple, pour les entreprises artisanales et les commerces de proximité. Le click and collect avait été institué à cette période-là. Et aujourd'hui, le e-commerce n'est pas uniquement réservé, on va dire, aux grands groupes ou aux grandes enseignes. De nombreux artisans, des métiers de bouche, des services, ont créé aussi leur propre site de vente en ligne. Et ainsi, on peut continuer à développer un commerce après le Covid. Ouais, c'est un marché qui s'est ouvert pour eux, avec l'exemple de ce qui s'est passé pendant cette période de confinement et de Covid. Très rapidement, Gérard Bobier, vous, qu'est-ce que vous retirez de cette période? Quel est le souvenir que vous gardez précis quand on vous dit confinement il y a 5 ans? Qu'est-ce qui reste? Alors, je pense à un formidable élan de solidarité qui s'était manifesté, de mobilisation de tous les acteurs, de nos concitoyens entre eux. Peut-être aujourd'hui, cela c'est peut-être un petit peu avec le temps un petit peu délité, mais en tous les cas, je retiens cette mobilisation parce qu'on était dans une période totalement inconnue, nouvelle pour nous, et il fallait bien la traverser. Merci beaucoup Gérard Bobier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
Les beaux jours se rapprochent, on le voit, et avec le plaisir de naviguer sur la Loire. Oh, c'est beau ce que vous dites, Aurélien. Il est donc temps pour les bateliers de passer un coup de balai sur leur bateau avant de transporter de nouveaux passagers. Nettoyage, remise en état, changement de mât. Les bateliers de Saint-Étienne de Chigny ont du pain sur la planche. L'étendue des travaux avec Léa Turquie. Regardez. Chaque année, le même rituel. Avant d'accueillir des passagers pour la haute saison, les tout doivent se refaire une petite beauté. Première étape, rapprocher les bateaux de la rive pour faciliter le nettoyage. On s'apprête à sortir de la période hivernale où nos activités ont été réduites et il faut remettre en forme ces bateaux en bois qui souffrent quand même terriblement pendant la saison humide sur la Loire. La Loire nous apprend toujours deux choses, l'humilité et l'humidité surtout. De l'autre côté, on nettoie le Brasse-Bouillon, l'embarcation emblématique de l'association. Ici, tous les bateaux sont constitués uniquement de bois de chêne ou de sapin. Des embarcations donc traditionnelles, mais qui se dégradent plus rapidement. C'est l'une des raisons pour laquelle il faut changer le mât de cette toux cabanée. Une opération plutôt périlleuse qui demande beaucoup de concentration. Après plusieurs minutes, le mât de 12 mètres de haut est finalement à l'horizontale. Mission réussie pour les bénévoles qui s'affaireront à le remplacer avec un nouveau mât en bois de sapin dans les prochaines semaines. En parallèle, ils sont aussi en pleine construction d'un nouveau bateau en bois lui aussi. Parce qu'on est des puristes. Et puis on veut faire vraiment un bateau patrimonial. On aime bien faire des bateaux patrimoniaux d'après des plans anciens du 19e siècle. Et pour nous, c'est pas naturel de mettre du métal, alors qu'à l'époque, ils ne faisaient pas ça en métal. On fabrique même nos clous nous-mêmes. Voilà, comme à l'époque. Le Brasse-Bouillon devrait retrouver un mât avant les beaux jours, lui qui navigue depuis plus de 30 ans, un âge record pour une telle embarcation. Les balades sur la Loire avec les bateliers de Saint-Étienne de Chigny, ça recommence dès le début du mois d'avril. Allez, place à notre rubrique. On vous répond avec notre invitée ce soir, Pauline Foutonesi, journaliste aux thématiques de la Nouvelle République du Centre-Ouest. Pour répondre à cette question, classe prépa seconde, en quoi ça consiste? Bienvenue, Pauline, sur notre plateau ce soir. Alors, on va parler justement de ces classes prépa seconde. Qu'est-ce que c'est déjà pour ceux qui ne l'ignoreraient encore? Alors, la classe prépa seconde, c'est une classe qui est expérimentée depuis la rentrée 2024. Elle a été lancée donc, pour les élèves admis en seconde, mais qui n'ont pas réussi leur brevet des collèges. Ceux qui ne redoublent pas ou qui ne vont pas en CAP, ils vont en prépa seconde. On peut les trouver où, ces classes prépa seconde sur les territoires tourangeaux? Alors, on en a dans chaque département, un peu partout en France. Et dans le territoire de l'Académie Orléans-Tours, on a notamment le lycée Blaise Pascal à Châteauroux qui en accueille une, le lycée Augustin-Thierry à Blois et à Tours, les lycées Grandmont et Victor Laloux qui proposent la classe prépa seconde. Donc c'est une expérience qui fonctionne et qui va être poursuivie à la rentrée? Alors, j'ai envie de te dire oui et non. En fait, c'est une expérimentation qui a été lancée parce que l'ancien gouvernement voulait rendre obligatoire le brevet comme passage pour la seconde. Et finalement, Elisabeth Borne, le 17 janvier 2025, a décidé que le brevet ne serait plus obligatoire pour passer en seconde. Donc, cette expérimentation, forcément, elle va avoir des changements derrière. En fait, on va maintenir normalement les classes qui sont en place l'année prochaine, 2024-2025, mais pour la suite, rien de certain. Donc, les élèves qui nous regardent ce soir, qui pourraient intégrer une classe prépa seconde, ça ne sera pas possible du coup à la rentrée, si je comprends bien. Alors, la rentrée 2024-2025, peut-être, sous réserve du rectorat, des décisions des rectorats pour poursuivre dans les classes qui sont en expérimentation actuellement. Par contre, pour la rentrée 2026-2027, là, sûrement non. Sûrement non. Il y a des véritables bénéfices et des avantages à intégrer ce genre d'école et de classe pour
poursuivre ensuite ses études et ne pas perdre une année? Oui, alors il y a notamment, en fait, on a un peu dans notre guide des études suivi des élèves à Tours, dans les lycées Grandmont et Victor Laloux. L'avantage, c'est qu'en fait, ils vont suivre chaque semaine une partie des cours, une vingtaine d'heures dans le lycée général et technologique à Grandmont, et l'autre partie, 7 heures à peu près, dans le lycée technologique professionnel, Victor Laloux. Donc, ils vont voir déjà les deux secteurs, un peu le professionnel et le général et technologique. Donc, après cette prépa seconde, ils vont pouvoir choisir leur orientation. Donc ça, c'est un grand plus. Ils vont aussi avoir des stages pendant cette année-là et revenir sur des acquis fondamentaux, des connaissances à travers, par exemple, là, à Tours, une thématique que les professeurs volontaires ont choisie, qui était la ville. Il y a quelques inconvénients ou un petit bémol qu'on pourrait donner à ce genre de classe et qui sont peut-être mis à part les élèves, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un peu le signal d'alarme qu'ont pu donner certains enseignants à travers des syndicats enseignants. C'est que ces élèves, ils ne sont ni en troisième, ni vraiment au lycée, ils sont en prépa seconde, donc voilà, ils sont un peu mis à part. C'est un peu les cancres vus de l'extérieur. Alors c'est pas du forcément ce qu'ils sont. En tout cas, on est là pour les aider au niveau des enseignants, mais voilà, il y a un peu ce sentiment d'être mis à part. Et puis après, c'est quelque chose de nouveau, une expérimentation. Donc forcément, tous les professeurs et enseignants n'ont pas forcément les moyens. Il faut tout inventer. Voilà, c'est un peu compliqué. On l'a compris. Une expérimentation qui avait lieu pour cette année 2024-2025 et qui sera sans doute pas poursuivie pour l'année scolaire suivante. En tout cas, si on veut plus d'informations, il y a un article complet de Pierre Bonnet sur le sujet et plein de conseils et d'idées sur les métiers si vous avez un jeune qui est collégien, lycéen, dans le guide des études de la Nouvelle République en libre accès sur études.lanr.fr. Merci beaucoup, Pauline. Donnez-y d'être venue sur notre plateau ce soir. Rappel du principal titre avant de se quitter. Ah oui, le vaccin nasal anti-Covid Tourangeau entame une étape déterminante. Les essais cliniques vont débuter, c'est-à-dire des essais sur l'homme. Et c'est le CHRU de Tours qui va s'en occuper. Une étape majeure pour la start-up Lovaltech à l'origine de ce projet, qui place notre territoire comme pionnière de l'innovation vaccinale. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Mickaël. Christophe Ondelat, dans la salle des assises du tribunal de Tours, avec comme intervieweur, Lucas Chopin. Et pour la première fois, vous le verrez, Christophe Ondelat s'assiera à l'emplacement où se situent en général les accusés. C'était la première fois qu'il le faisait, donc vous verrez ça avec Lucas Chopin. Dans quelques instants, très bon week-end, Mickaël, et très bon week-end à nos amis téléspectateurs. Rendez-vous lundi, 17h50, vous connaissez le rendez-vous de Val-de-Loire en direct. À lundi, bon week-end.